Aujourd'hui, je veux faire avec toi le bilan économique de la Coupe d'Afrique des Nations. Tu vas voir dans cette vidéo comment est-ce que la mafia internationale s'immisce dans les compétitions africaines pour appauvrir davantage les Africains. Tu vas être probablement choqué par les révélations que je vais te faire dans cette vidéo, mais il est important que les Africains arrêtent d'être naïfs. Une compétition comme la CAN, ce n'est pas simplement une question de football. C'est d'abord et avant tout une question d'argent et de business. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est la troisième compétition footballistique la plus regardée au monde. Après la Coupe du Monde et l'Euro, la troisième, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Donc il s'agit d'un événement planétaire extrêmement regardé et sur lequel il y a énormément d'argent à gagner. D'ailleurs, à titre d'exemple, le vainqueur de cette Coupe d'Afrique des Nations va empocher 5 millions d'euros pour 3 semaines de compétition. Mais quand on est donc pays organisateur de la compétition comme le Cameroun, et comme ça va être le cas de la Côte d'Ivoire dans quelques jours, à quoi est-ce qu'on doit faire attention? Où est-ce qu'il y a la possibilité de gagner de l'argent ou alors plutôt de perdre de l'argent? Et je veux donc faire cette analyse avec toi aujourd'hui. Alors bien évidemment, on est ici dans mon fast-food à Douala. Le goût du pays, on est à Bali, en face Eneo, Koumassi. Merci, je profite de l'occasion pour remercier les centaines de personnes qui viennent ici manger, les gens de la diaspora qui sont de passage. Merci beaucoup à vous pour toute la force que vous nous donnez dans le projet. Merci aussi aux gens qui sont dans le pays, qui viennent même parfois d'autres villes pour venir soutenir, manger ici. Je vous dis merci, merci. Vous connaissez bien le concept, hein? La nourriture qui sort de la ferme, ce bananier plantain, il vient de la ferme, ce poulet, il vient de la ferme, ce jus d'ananas là. Je veux dire, le concept ici, c'est de pouvoir manger sain de la ferme à l'assiette. Donc, venez nous soutenir, venez manger ici. Passez vos commandes pour pouvoir recevoir chez vous, parce que oui, on peut vous livrer hein, du poulet, des jus, bref, le numéro s'affiche. Passez vos commandes pour pouvoir là aussi continuer de propulser, donner de la force à ce business model. Alors, je voulais revenir donc pour vous parler de la CAN, mais avant ça, petite aparté très importante. Je serai à Abidjan, enfin je suis rentré d'Abidjan hier, mais je repars à Abidjan dans quelques jours pour une formation inédite en marketing digital. C'est une formation qui m'a été énormément demandée, donc je vais commencer par Abidjan. Le 5 mars, je serai à Abidjan à l'hôtel Azalaï pour une journée de formation exclusive sur le marketing digital. Je vais vous partager 10 stratégies en marketing digital que vous devez implémenter dans vos business si vous avez déjà un business ou alors dans vos projets de business pour pouvoir cartonner parce que clairement, on le sait tous aujourd'hui, Internet est devenu un moyen incontournable de faire de l'argent. Donc, rendez-vous pour ceux d'entre vous qui veulent venir se former avec moi, les amis et les frères de la Côte d'Ivoire. Alors, je voulais vous parler de la CAN. Parce que comme je disais tantôt, c'est une compétition qui brasse énormément d'argent. Et malheureusement, vous ne le savez peut-être pas, mais les organisateurs de la CAN, les grandes instances internationales, ont tendance à dépouiller les peuples africains de toute possibilité de gain dans les compétitions. Il faut déjà savoir que l'organisation d'une CAN pour un pays, c'est un gros sacrifice financier parce que les États s'endettent pour construire des stades. D'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui estiment que, vu le niveau de crise qu'il y a dans les pays africains, on ne devrait pas investir dans des histoires comme la CAN, on ne devrait pas mettre de l'argent dans des histoires comme la CAN. Le but, c'est pas de débattre de ça ici maintenant. Mais constatons juste que les États ont déjà pris des dettes, que les stades sont déjà construits et donc que les dépenses ont déjà été engagées. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour pouvoir gagner de l'argent avec une CAN? Alors, déjà, il faut savoir que une compétition comme la CAN, c'est une compétition qui, comme je disais, les pays dépensent beaucoup d'argent, mais les pays ont quand même les moyens de pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de mécanismes pour leur permettre de récupérer de l'argent. Le Cameroun, pour sa part, a bien géré certains points, et je vais vous en parler, notamment pour la Côte d'Ivoire, parce que la prochaine CAN, c'est l'année prochaine en Côte d'Ivoire. Et l'objectif pour moi ici, c'est simplement pour que, en Côte d'Ivoire, que l'on soit attentif pour bien faire ce que le Cameroun a fait et surtout pour éviter les pièges aussi dans lesquels le Cameroun est tombé, pour que la Côte d'Ivoire soit juste un endroit là où, économiquement parlant, le pays se retrouve dans les dépenses qui ont été engendrées. Donc, je vais regarder avec vous quelques secteurs. Le premier secteur que je veux regarder avec vous, qui est un des secteurs dans lequel... Déjà, je veux préciser que l'organisation d'une compétition comme celle-là met en œuvre plusieurs acteurs. Le premier acteur, c'est la CAF, la Confédération africaine de football. Le deuxième acteur, c'est le COCAN, le comité d'organisation
de la compétition, qui est un comité généralement constitué de personnes qui sont dans le pays, mais aussi avec des membres de la CAF. C'est important de dire ça parce que, par exemple, il y a eu une polémique récemment dans laquelle on parlait des tests, en disant que les Camerounais, les footballeurs camerounais, enfin, que la fédération camerounaise était à l'origine du fait que ses adversaires, du moins certains de ses adversaires, avaient des joueurs qui avaient le Covid. Et donc, c'était un peu surprenant. Mais en fait, la réalité, c'est que la société qui est en charge des tests, c'est une société suisse. C'est la même société qui était en charge des tests pendant la Coupe arabe. Donc, c'est pas une société camerounaise. Donc, la polémique, quand on connaît l'information, on peut la balayer. Mais où est-ce qu'un pays qui organise une compétition majeure comme celle-là donc peut faire de l'argent? Et où est-ce qu'elle peut le perdre? Moi, vous le savez, j'ai été au match d'ouverture, j'ai fait quelques stades et j'ai été déçu de voir que l'essentiel des choses qu'on a vues pendant la cérémonie d'ouverture ont été faites à l'étranger. C'est-à-dire quoi? Même les pas de danse que vous avez vus pendant la compétition, les gens qui dansaient au stade, est-ce que vous savez que la personne qui a fait la chorégraphie pour toutes ces danses n'était même pas une Africaine? On allait prendre, je pense, de mémoire, une Française qui est venue apprendre aux Africains comment danser dans une Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est juste scandaleux. Je n'ai pas compris pourquoi le Cameroun n'a pas investi dans un Africain. Il y a des Africains qui gèrent des grands ballets précieux dans le monde entier. Ils auraient pu investir dans un Africain, rien que pour l'image, qui devait venir tenir, bien évidemment, cette partie-là. Bon, pour les chanteurs, on a pris Fally Ipupa, donc on a donné de l'argent à Fally Ipupa, ça c'est bien. Mais si vous avez remarqué aussi, la cérémonie d'ouverture de la CAN a été majestueuse, somptueuse, une très belle fête, avec des lieux, avec des jeux, avec plein d'éléments. Et par contre, moi qui étais au stade, j'étais très choqué de voir que tous ceux qui géraient ces équipements-là étaient des blancs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même pour l'organisation, les appareils que l'on utilisait, qui projetaient des flammes, les gars qui supervisaient ces appareils, c'était des blancs. Donc, j'ai fini par comprendre que tout ce qui était prestations intellectuelles et de matériel avait été confié à des entreprises prestataires extérieures. Et ça, bien évidemment, c'est à déplorer. Je pense qu'on gagnerait à faire ça en interne. Et j'espère qu'en Côte d'Ivoire, tout ça va être internalisé. C'est-à-dire que les chants, les danses, les ballets vont être faits et surtout chorégraphiés par des Africains et pourquoi pas même des Ivoiriens. Vous savez, c'est important de ne pas laisser certains postes à des personnes étrangères. Pourquoi? Parce que ça communique un message. Quand vous faites un ballet, c'est la chorégraphiste qui est le cerveau du ballet. Donc si vous confiez le cerveau de l'activité à quelqu'un d'étranger, vous êtes en train de dire que vous n'avez pas l'expertise pour le faire. Et ça, c'est un très mauvais message. Mais maintenant, une fois que j'ai parlé de ça, je veux parler d'autre chose qui, à mon avis, et c'est là que l'on va voir la mafia. Vous savez, le poste qui rapporte le plus d'argent pendant une Coupe d'Afrique des Nations, c'est quoi d'après vous? C'est l'hôtellerie. C'est l'hôtellerie. Il faut savoir que chaque délégation qui vient à la Coupe d'Afrique des Nations a au moins une cinquantaine de personnes. Entre la trentaine de joueurs, le staff médical, la partie administrative, c'est 50, 60, parfois même 80 personnes. Une seule délégation pour un pays. Quand vous avez, comme c'était le cas au Cameroun, 24 délégations qui viennent, c'est énormément d'argent dans les hôtels. Et ils vont être là pendant minimum 10 jours, parce qu'ils vont tous jouer la première phase du championnat. Et donc, à ce stade-là, il y a des commissions qui viennent auditer les différents hôtels qui vont réceptionner la compétition. Et d'après mes renseignements, les commissions qui sont venues ici pour auditionner les hôtels avaient un objectif très clair. Mettre en avant les hôtels internationaux pour que ces hôtels-là brassent les meilleures parts de marché. Et ces commissions-là se sont retrouvées avec un nom de recevoir du gouvernement camerounais qui leur a très clairement fait que ici, comprendre que ici, les hôtels vont être des hôtels locaux. Ce sont des hôtels de Camerounais qui vont héberger la compétition. Et j'ai été très surpris de constater qu'ils ont gagné ce bras de fer. Regardez très bien. Ici au Cameroun, on a l'hôtel Ibis, on a l'hôtel Hilton, on a l'hôtel... Regardez bien tous les hôtels que vous allez voir ici sur place, les hôtels internationaux. Et vous allez remarquer qu'aucun de ces hôtels n'a abrité une seule équipe de football. Aucun. Par contre, des hôtels africains, des hôtels camerounais, des hôtels panafricains comme Onomo ont eu l'Égypte. Des hôtels, alors on a eu par exemple à Bangou le Tajidor qui est sorti de terre, juste un site merveilleux, fait par un Camerounais. Énormément d'hôtels détenus par des Camerounais ont pu permettre au pays de pouvoir conserver le poste le plus juteux de la compétition.
Mais pour vous faire juste une idée, j'ai écouté récemment un reportage d'un journaliste qui disait que pour qu'on se fasse une petite idée du niveau d'argent qu'il y a dans une compétition comme celle-là, il a pris l'exemple de la Gambie quand ils sont arrivés, je crois, à l'ouest pour leur match. Je crois que c'était à Bana, à la résidence hôtelière de Bana. Très belle résidence, très belle résidence. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que quand ils sont arrivés à Bana, ils sont arrivés pour se rafraîchir. Le journaliste disait qu'ils ont consommé des boissons de l'ordre de 4 millions de francs CFA. 4 millions de francs CFA, rien que pour prendre des boissons pour tout le staff. C'est énorme, c'est énorme. Je vous passe les repas, je vous passe tout le reste. Et ça, bien évidemment, ils l'ont fait là. Au vu. Et ça, donc, imaginez ça pendant un mois dans plusieurs sites, dans plusieurs hôtels. Donc, le message ici, il est clair pour la Côte d'Ivoire. Ne laissez pas les petits malins de la CAF ou de je ne sais quelle autre instance arriver à Abidjan et imposer le fait qu'on doive aller prendre des hôtels internationaux pour y abriter la compétition. Vous allez vous rendre compte que les hôtels internationaux ont eu des petits rôles. Ibis et tous ces autres hôtels-là, ils ont eu les arbitres, ils ont eu le personnel de la CAF, ainsi de suite. Mais les plus grosses délégations, c'est-à-dire les délégations de joueurs et leur staff, étaient dans des hôtels entièrement camerounais. Et ça, je tiens à tirer le chapeau, bien évidemment, au gouvernement, parce qu'il faut aussi avoir cette lucidité-là. Il y a des gens qui sont dans la critique pour la critique, qui fait que peu importe ce que quelqu'un fait, tu vas juste critiquer. Moi, je ne suis pas du tout dans ce genre de jeu-là. Et je pense qu'il faut analyser et juger les gens en fonction de ce qu'ils font. Et quand un gouvernement fait quelque chose, même si on n'aime pas ce gouvernement qui est à féliciter, il faut avoir la lucidité de pouvoir féliciter. Et ça, clairement, je trouve que c'était brave de s'assurer que le volet économique de la CAN puisse bénéficier aux entreprises camerounaises. On a eu plein d'initiatives dans les stades, dans les commerces, dans les rues et qui ont bénéficié au commerce local. Mais c'était important pour moi de mettre quand même en avant le fait que on a fléchi en ceci que pour tout ce qui était d'apparence événementielle, on l'a donné à des entreprises étrangères. Mais tout ce qui était finalement le gros du business, on l'a gardé quand même en intérieur. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, pourquoi est-ce que les journalistes, parce que je me suis quand même posé la question, vous savez, il faut qu'on arrête d'être naïf en Afrique. Il y a des pseudo-journalistes, RFI, France 24, tout ce que tu veux. Je ne dis pas que tout le monde dans ces médias ne travaille pas bien, il y a des gens là-dedans qui travaillent bien, mais dans ces journaux, il y a vraiment des gens qui n'ont aucune morale. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont vendu leur âme au diable. J'ai remarqué qu'à plusieurs reprises, des journaux français, notamment RFI, France 24, le Parisien, Le Monde, avaient tendance à amplifier des nouvelles qui étaient fausses. Et pourtant, ce sont des gens qui aiment bien se battre contre les fake news. De quoi je parle? Il y a eu par exemple le cas des histoires de tests Covid dans lesquels on disait que le Cameroun comploterait peut-être pour que tous ses adversaires aient le Covid et que le Cameroun était la seule équipe qui n'avait pas de Covid. Mais il est évident que beaucoup d'équipes pendant cette compétition n'ont pas eu le Covid. Beaucoup d'équipes. Du premier jour au dernier jour, il y a des équipes qui n'ont jamais eu un seul cas Covid. Jamais de toute la compétition. Mais quand vous voyez un grand journal comme Le Parisien venir et vous dire que le Cameroun serait en train de faire un complot, tu te demandes, mais waouh! Même quelqu'un qui fait le journalisme au sous-quartier vérifie quand même un minimum de choses. Comment de grands journaux comme RFI et autres se font les relais de fake news juste dans l'intention de pouvoir salir. Et vous savez, c'est comme ça que ça marche, n'est-ce pas? Quand vous ne donnez pas ce que l'on attend de vous, on vous salit. Quand vous ne dites pas ce qu'on en attend de vous, on vous traite de tous les noms. Et ce type de manipulation-là aussi, je pense qu'il faut que ça cesse. Il faut que les Africains arrêtent de se laisser manipuler de cette manière-là. Tout n'a pas été parfait, mais je pense que la compétition au Cameroun, jusqu'à présent, est l'une des plus belles CAN qui a été organisée. Les stades, à part le premier tour là où certains stades étaient vides, on a pu le voir, les stades étaient relativement remplis. Le public camerounais est allé supporter massivement dans les stades différentes équipes. Et ça, bien évidemment, c'était à encourager. L'élimination des Lions a été triste. Ça arrive, hein, je veux dire, voilà. Ça ne remet pas en question le fait que le Cameroun, c'est une grande nation de football en Afrique. Mais ça arrive de ne pas gagner, ça fait partie du sport. Mais les gars ont mouillé le maillot, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ce qu'il faut retenir. Donc, fondamentalement, la CAN, voilà, c'est pas juste une compétition sportive. Il y a des intérêts économiques derrière qui sont énormes. Et j'invite vraiment tous les pays africains qui vont organiser des futures compétitions à faire très attention à ça pour ne pas se laisser, bien évidemment, berner
et perdre l'essentiel du business. Alors, je vais devoir manger parce que sinon, ça va refroidir. C'est vraiment très bon. Je vous donne rendez-vous si vous êtes dans les parages pour venir ici. Et je vous dis à très bientôt parce qu'ici, on est dans la rentabilité économique du restaurant.